Bonjour Senta, bonjour Philippe. Bonjour. Alors moi je suis Isabelle Duchâteau, je suis infirmière de profession et je me présente sur les listes de collectifs citoyens à Liège, au fédéral, pour la liste 19. Voilà, je suis Senta de Peuil, journaliste indépendante. Je me présente sur les listes de collectifs citoyens à Bruxelles-Capitale, je suis 2e à la Chambre. Philippe Vanken, entrepreneur, 11e sur la liste collectif citoyen à la région Bruxelles-Capitale. Et aujourd'hui, nous avions envie de vous parler de démocratie participative, parce que ça fait déjà facilement bien 3 semaines qu'on vous parle énormément de démocratie participative. Mais qu'est-ce que c'est dans le fond ? Alors la démocratie participative, c'est un mode de gouvernance qui désire remettre le citoyen au centre des décisions politiques à travers plusieurs outils. Alors dans les outils de la démocratie participative, on retrouve bien entendu les assemblées citoyennes par tirage au sort. Le tirage au sort a plusieurs avantages. Il permet un turnover plus régulier, ce qui fait que ça nous évite d'avoir des grandes familles, des grandes baronnies qui restent au pouvoir pendant 65 ans malgré qu'ils soient en déficit budgétaire pendant des siècles quasiment. Donc le tirage au sort permet aussi, puisqu'on ne sait pas qui va se retrouver au sein de l'Assemblée citoyenne, ça permet de diminuer les risques de corruption et de collusion. Par contre, ce que le tirage au sort ne fait pas, c'est améliorer notre représentativité. Parce qu'un risque du tirage au sort, c'est qu'on retrouve finalement toujours la même classe socio-économique sur les listes des volontaires. Donc là, pour assurer la représentativité, l'Assemblée citoyenne doit, je pense, être couplée à un autre outil qui est le référendum. Alors soit on aura un référendum d'initiative citoyenne, donc là c'est le citoyen qui estime que l'Assemblée doit se saisir d'un sujet pour légiférer dessus, soit c'est un référendum d'initiative de l'Assemblée citoyenne après aller voir légiférer pour demander l'assentiment du reste de la population. Et là on a une véritable représentativité des lois qui sont votées. Ensuite, en Belgique, quelque chose qui m'a particulièrement choquée, moi, ces dernières années, ce sont les différents scandales par rapport à la gestion de l'argent public. Les chaises à 18 000 € pour le Parlement wallon, elles me sont à travers la gorge, je dois dire. Les différentes gares, Mons, Charleroi, Liège... Ouais. Ça fait un peu mal au portefeuille du citoyen aussi. Et donc je pense qu'un autre outil de la démocratie participative qui permettrait aux citoyens finalement de contrôler à quoi sert l'argent du contribuable, ce sont les budgets participatifs. Donc des budgets participatifs, c'est en quelque sorte une autre assemblée qui gère, dans un premier temps regarde où va l'argent du contribuable et dans un deuxième temps peut aussi proposer des projets qui soient des projets bien ancrés dans la réalité des gens, des citoyens, et de façon à les mettre en place. Donc ça, c'est un autre outil de démocratie participative très intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que tous ces outils ne doivent pas être vus là maintenant comme quelque chose qui est fixe, mais qui doit simplement nourrir une réflexion et qui peuvent être, à mon avis, mis en place déjà tout de suite. On va dire avec à l'intérieur d'une assemblée citoyenne, sans attendre. On ne doit pas nécessairement toujours attendre que le gouvernement se saisisse de tout, qu'on ait une majorité. Donc on pourrait très bien déjà, pourquoi pas, je lance des projets évidemment qui doivent simplement faire réfléchir, mais pourquoi pas, on pourrait très bien tous les membres du collectif décider de quels sont les audits citoyens qu'on voudrait mener. Imaginons par exemple qu'on veut mener un audit sur l'attribution de certains contrats, le fonctionnement de certaines administrations, des nominations, etc., ou le fonctionnement d'expertise. Ça peut être vraiment de n'importe quoi. Mais à ce moment-là, on pourrait déjà dire, ok, nous voulons avoir les documents, donc faire. En fait, ce qu'il y a, c'est que la démocratie actuelle a quand même aussi des bons principes. Simplement, elle n'est pas appliquée. La Constitution n'est pas une mauvaise Constitution, donc pourquoi ne la faisons-nous pas appliquer ? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'énormément de lois, en fait, tout simplement violent la Constitution. Je pense par exemple aux certificats sanitaires, aux lois pandémie, etc. Donc, faisons appliquer les lois actuelles, et par exemple, en exigeant des documents, on va dire aujourd'hui, en exigeant la transparence,
sur certains documents que nous n'avons pas, qui est normalement inscrite dans les lois, eh bien, faisons pourquoi pas des audits citoyens. On pourrait imaginer qu'on fasse appel à un pool d'experts, j'en sais rien, par exemple des comptables, et puis à l'intérieur de ce groupe de volontaires, pourquoi pas aussi avec même des experts de gouvernement, de dire voilà, on va faire un tirage au sort et puis décider ensemble comment on va mener. Donc tout ça, c'est une autre manière de concevoir la démocratie. Et je pense qu'on peut déjà essayer petit à petit de prendre quelques exemples. Voilà. Super. Donc, je vois tout ce que vous avez expliqué, etc. C'est la raison pour laquelle j'essaye de défendre la FDD, la Full Direct Démocratie, du quartier jusqu'à l'ONU, parce que chaque fois qu'on rajoute des étages, etc., si à un des étages on a perdu le lien, le vote, c'est donc de laisser tous les mandataires existants, pour personne par son travail, donc il n'y a déjà pas beaucoup de Oui. Ça aussi, si vous prenez le boulot de quelqu'un, il va gueuler. C'est ça. Et donc le dire, je désigne et je choisis un mandataire, comme si vous habitez en Espagne et que vous avez un appartement ici dans une collectivité, vous le gérez, vous lui dites je te donne un mandat pour gérer au quotidien, etc. Simplement s'il y a des frais de chaudière ou des choses comme ça, mais je préfère prendre le contrôle. Et je suggère d'avoir une démocratie sur tablette ou sur smartphone. Il y a certains sujets que vous voulez gérer, d'autres pas. Vous choisissez, vous recevez des recommandations, soit de la copropriété ou du gouvernement ou du Parlement ou de votre collectif, comme le collectif citoyen, ou de votre mandataire, et en fonction de ça, des articles, des sujets, des budgets, etc., vous votez, oui, non, avec un budget limité, je m'en remets à mon mandataire, etc., et ça permet de reprendre le contrôle, et donc de tout ce qu'on discute, finalement, c'est de mettre une petite laisse ou de gérer le truc à distance, et vous dites, on vote d'abord. Il y a une majorité pour ce mandataire-là, il dit, c'est voté, j'ai plus rien à dire. Les gens ont pris le contrôle, ce qui permet d'éviter la particratie, où le président de parti a négocié avec d'autres partis des conventions abracadabrantesques sur 5 ans, et il dit même si je suis pas tout à fait d'accord dans une négociation, j'ai négocié un peu n'importe quoi sur le good move ou Dieu seul sait quoi, même s'il était à moitié d'accord, mais il fallait un contrat. Tandis que si on remet ça dans la main du citoyen, good move ou pas, vous l'avez dans la main. Et puis vous reprenez votre vie en main. Et là, ça permet d'avoir un tout autre paysage, et on parle d'ici, du quartier jusqu'à l'ONU, en partant jusqu'à l'élection de la présidente ou de la Commission européenne, qui est apparue, qui a décidé quoi? Elle prend des contrats de 70 milliards que personne ne peut voir. Il faut arrêter. Ils ont démontré que ça ne fonctionnait pas. Ça veut dire que la présidente de la Commission européenne, elle doit se présenter aux électeurs, elle doit être élue, et éventuellement, on pourrait même mettre des motions de censure à partir d'un certain moment. Et c'est pour ça que les systèmes de votation citoyenne, de pétition citoyenne, pour faire reconcentrer, commencer à faire émerger des lois, proposer des lois, et à partir d'un certain niveau de concentration, on dit il est peut-être temps de commencer à faire des rapports qui peuvent aboutir sur légiférer. Mais oui, là je pense qu'il y a 2 éléments essentiels qui doivent contribuer à ça. Un, c'est le fait de pouvoir sanctionner, entre guillemets, un mauvais bilan. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc une éventuelle déchéance des droits politiques ou du droit de se représenter si on a fait un mauvais bilan, ça c'est le minimum. Et voir la suppression de l'immunité, parce que il y a quand même beaucoup de délits, de fraude, de corruption, etc. Donc je pense qu'à un moment il faut commencer. C'est la démocratie directe, oui, mais vraiment la clé, c'est d'abord l'information. Parce que on peut aussi quelque part voter démocratiquement la dictature. Donc avant ça, il faut qu'on retrouve, ça doit vraiment aller de pair avec l'information, la liberté de la presse, la liberté de l'information, le débat. Parce que sinon il n'y a pas de démocratie, je veux dire. Alors tout le monde va, à partir du moment où on est capable d'influencer l'opinion publique dans une direction, même si tout le monde a le droit de s'exprimer et de choisir, s'il n'y a pas eu un exposé des faits et un débat, c'est pas une vraie démocratie. Donc là je pense que c'est vraiment disons que tous ces mécanismes doivent évoluer ensemble. Oui, et un des enjeux, effectivement, surtout aujourd'hui, on le voit après, en post-Covid, un des enjeux aujourd'hui, en plus de mettre en place ces démocraties participatives, l'enjeu, c'est la construction de l'opinion publique
par les médias, des médias qui sont entre les mains de grands industriels, de grandes familles et qui finalement ne reflètent peut-être pas nécessairement l'opinion, mais reflètent leurs propres intérêts. Donc cette question de la construction de l'opinion publique dans une société démocratique, elle est centrale et je pense que ce sont deux chantiers qui doivent se mener en parallèle. L'indépendance complète de la presse et la démocratie participative, parce que celle-ci ne peut pas fonctionner sans celle-ci. Ça, c'est évident. Ouais. Parce que quand on voit aujourd'hui les médias entre guillemets de service public, qui sont quand même financés avec nos impôts, quand jusqu'à présent, je veux dire, on a 247 personnes sur les listes en Wallonie, à Bruxelles et en Wallonie, nous n'avons pas eu 2 minutes à la télévision, on a eu 2 minutes à la RTBF en radio, sur lesquelles dont on a extrait que les propositions, on va dire, les plus consensuelles. Donc ça, c'est pas normal, c'est pas ce qu'on appelle donner la parole à chacun, c'est pas un débat équilibré. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des agences de presse, par exemple, on sait très bien que les grandes agences de presse, l'AFP, Associated Press, Reuters, etc., qui vont elles-mêmes nourrir Belga et compagnie, déjà, ces agences de presse sont très clairement dirigées et par les grands lobbies. Donc je pense par exemple à Pharma, on a des directeurs d'entreprises pharmaceutiques qui sont aussi dans des directeurs de médias ou dans les par exemple qui siègent dans les conseils d'administration, mais également clairement par les services de renseignement. Enfin, la CIA est dans toutes les grandes agences de presse. C'est un fait. Trusted News Initiative, ce sont des consortiums qui se mettent d'accord pour établir une sorte de pensée unique. Oui, donc tant qu'on ne va pas jusqu'à ce niveau-là, il faut que les gens soient conscients et qu'on puisse vraiment nous-mêmes... Mais donc le message, parce que les gens pourraient se sentir peut-être un petit peu démunis face à ce que tu expliques en disant « mais comment tu veux qu'on jette les agents de la CIA en dehors des salles de presse ?» Mais le message qu'on peut lancer, c'est que nous avons tous une responsabilité dans le fait de protéger la presse indépendante. Et donc, il ne suffit pas de regarder les lives de BAM ou de Kéros et de lire les articles gratuits de Zèbre. Il faut les financer en s'y inscrivant et en payant la cotisation. Ce n'est que parce que les citoyens vont plébisciter cette presse libre qu'elle pourra vivre. Et puis surtout, il faut lutter contre la censure des réseaux sociaux. Absolument. Google est le tout premier influenceur, on peut dire, ou lobbyiste auprès de l'Union européenne. Oui. Dans toutes les DG, etc. Oui, donc on doit apprendre ici à gérer ces médias, etc. Et donc allez, j'ai pas encore trouvé le mot, mais chaque citoyen doit presque avoir un peu son patrimoine politique, et commencer à apprendre à le gérer, à s'informer différemment sur différents médias. Et il y a des plateformes indépendantes, etc. En France, ils font ça différemment, mais il y a des médias indépendants qui commencent à se créer. Oui. Et donc, le problème, c'est de financer ça. On pourrait même demander à ce que dans les feuilles d'impôt, ce soit déductible fiscalement, comme le financement des petits partis politiques. Parce que finalement, c'est étranglé. Donc, au niveau publicitaire, au niveau des communes, on a 1% des surfaces de panneaux d'affichage. Au niveau médias, il n'y a rien au niveau télévision, on a 2 minutes à la RTBF, donc il y a un étranglement, et donc on doit pouvoir diffuser cette pensée citoyenne différemment. Et donc j'ai pas encore trouvé un mot exact là-dedans, mais j'appelle ça un peu le patrimoine politique du citoyen. Faudrait que je trouve quelque chose de mieux dans ce sujet-là. Mais on devrait aussi pouvoir choisir quels médias on soutient à travers notre Oui, en fait, par la feuille d'impôt, je suggère d'avoir un code, ça pourrait être un code d'impôt, etc., mais dire, vous avez un budget annuel de 100, 200, 300 euros, ou 1% de votre brut, etc., que vous pouvez allouer, qui est déductible à 80%, par exemple, sur le média que vous choisissez, etc., qui est souvent sous forme d'ASBL. Après, je pense qu'il y a aussi une responsabilité individuelle des journalistes. Enfin bon, je veux dire, il y a des journalistes qui se mouillent, on pense quand même un hommage à Julian Assange, etc., et puis il y en a d'autres qui refusent le débat, tout simplement. Je veux dire, si les débats ne peuvent pas se faire, ils pouvaient se faire il y a quelques années, éventuellement, même si c'était pas facile, mais sur nos grandes chaînes, maintenant, voilà.
jusqu'à présent, hein, croisons les doigts, espérons que demain on nous invite, donc on ouvre une porte, mais on aimerait bien quand même effectivement que les journalistes, les vrais journalistes, voilà, se mobilisent un petit peu aussi, se ressaisissent pour faire vivre la liberté de la presse, parce qu'ils en seront eux-mêmes victimes de toute façon. Hein, parce qu'on prône toujours à l'extérieur, oui, mais la démocratie. Oui, la démocratie, ce n'est pas la censure. La liberté d'expression n'est pas garantie par la censure. Oui. Les censeurs ont toujours été du mauvais côté de la démocratie. Ouais, oui, mais aujourd'hui, vis-à-vis du reste du monde, de la Russie, de la Chine, etc., on parle de démocratie. Ils oublient surtout de présenter qu'elle est surtout très très représentative, et que dans cet échelon intermédiaire de représentativité, il y a beaucoup de chefs de parti qui soi-disant représentent les gens. Hein, et là, en fait, d'où la promotion de la full direct démocratie, ou même si le directeur de parti décide, ce sera vert ou, il faut faire attention à ce dire, ce sera blanc ou noir ou quelque chose comme ça. Si vous, au niveau de votre mandataire particulier, vous pouvez encore prendre la main avec votre téléphone et dire oui, non sur tel projet. Là, ça change tout. Allez, on rentre dans la vraie démocratie. Faut oublier que quand la démocratie représentative est née, on se déplaçait, on était chaussés avec des sabots, on se déplaçait avec des charrettes à bœufs. Donc ces textes n'ont pas été écrits à l'époque où il y avait des smartphones. Maintenant, on a l'outil démocratique dans la main, on fait des likes sur Facebook, etc. Maintenant, on peut tout aussi bien recevoir des recommandations sur un texte, un article de loi, etc. Et voter sur certains sujets qui nous tiennent à cœur, dire ça existe au niveau local. Tu as des initiatives comme ça au niveau local, ça s'appelle Better Reykjavik. Donc Reykjavik, c'est la capitale de l'Islande, et donc tu as Better Reykjavik est une espèce de forum où les habitants de Reykjavik ont la possibilité de voter directement pour des projets qui impactent leur ville. Alors c'est au niveau local, c'est pas au niveau régional ou national, mais on pourrait tout à fait partir de ces exemples de démocratie, full direct démocratie, au niveau local et s'en inspirer pour le mettre au niveau communautaire, régional et puis pourquoi pas fédéral. De même en Suisse, alors c'est pas de cette manière-là. Enfin, rappelons quand même que les Suisses votent pratiquement tous les 3 mois sur des projets citoyens, c'est-à-dire qu'à partir du moment, je pense, où il y a 100 000 signatures, je ne sais plus combien de signatures il faut, mais on va dire un certain nombre de signatures, et sur le pass sanitaire, ils ont voté 2 fois, c'est pas 3 fois. Et c'était très très chaud. Bon, alors après, la difficulté toujours, c'est de contrôler ces votes, c'est-à-dire, avoir vraiment, être sûr que, le vrai débat démocratique, 2, ne pas mettre au sein d'une même proposition, quand ils ont voté, on va dire, pour l'acceptation ils avaient lié l'acceptation du pass sanitaire au package financier que les citoyens ont reçu. Donc normalement, c'est deux propositions qu'on aurait. Donc il y a attention à ce que ça ne soit pas biaisé. Et puis idem avec les systèmes informatiques. On a bien vu avec Dominion, etc. Il y a quand même moyen de changer les chiffres aussi. Il y a toujours les bourrages d'urnes en papier aussi. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que les contrôles citoyens, sur tous les aspects, sont vraiment essentiels. Okay. Mais merci à vous deux. Oui, super. Voilà, n'oubliez pas, attention, votez pour la liste 20 à Bruxelles et la liste 19 à Liège.